Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire qui porte sur le thème la note d'information des émetteurs de la zone UEMOA, support de référence dans le processus d'investissement sur le marché des titres publics. Je suis Haroun Nassou, macroéconomiste à UMOATIT, et à ce titre, je pilote le processus d'élaboration des notes d'information des émetteurs de la zone UEMOA qui fait l'objet du webinaire de ce matin. J'interviendrai au cours de ce webinaire en qualité de modérateur en compagnie de 3 panélistes. Nous avons Madame Nathalie Dalé. Madame Dalé est docteur en sciences économiques. Elle est directrice adjointe chez Deloitte France au sein de la pratique Economic Advisory. Madame Dalé a plus d'une quinzaine d'années d'expérience en matière d'analyse économique et elle a mené plusieurs études économiques en Europe et en Afrique de l'Ouest et notamment superviser l'élaboration des notes d'information à destination d'investisseurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Elle supervise également la revue qualité des notes d'information des émetteurs de la zone UEMOA. Notre deuxième panéliste est M. José Félix Dié, directeur général de la Société Générale Capital Assets Management West Africa, poste qu'il occupe depuis le 1er septembre 2020. À cet effet, il supervise les fonctions d'asset management, mais également les activités de recherche et advisory pour tout le pôle marché financier et financement structuré au sein de la Direction générale Afrique de l'Ouest du groupe Société Générale. M. Dié totalise près d'une vingtaine d'années d'expérience avérée sur les marchés financiers internationaux et dans les secteurs bancaires et financiers en Afrique subsaharienne et en Europe. Enfin, notre dernier intervenant est M. Fabien Ounovi, administrateur directeur général de la Société de gestion et d'intermédiation United Capital for Africa. M. Nouvi a une vingtaine d'années d'expérience dans la finance en France et au Bénin. Il a débuté sa carrière à Ecobank Bénin en tant que chargé des opérations comptables et administratives des services généraux avant de continuer à United Bank for Africa, UBA, Bénin, où il a occupé respectivement les postes d'analyste financier senior, de responsable des risques et de directeur d'agence. Il a également occupé des postes de conseiller financier auprès des cabinets Alliance Patrimoine et Astral Finance en France. Sa passion pour le marché financier l'a amené à fonder avec ses associés la SGI United Capital for Africa. Alors, chers participants, avant de passer la parole à nos différents panélistes, permettez-moi de revenir sur le contexte d'élaboration des notes d'information. Pour rappel, dans le cadre des émissions d'obligations assimilables du Trésor, les États de la zone UEMOA sont tenus de publier des notes d'information à l'endroit des investisseurs. Alors, ces notes étaient systématiquement produites par les trésors publics des États membres à l'occasion de leurs émissions d'OAT, donc obligations assimilables du Trésor, et contenaient à la fois des données économiques générales et des informations spécifiques à l'émission concernée. Afin d'enrichir le contenu de ces notes et harmoniser leur production au sein de la zone UEMOA, UEMOATIT a décidé de mettre en place un dispositif de production en collaboration avec les directions générales donc des trésors nationaux des États membres et les notes produites à travers ce dispositif donnent une vue d'ensemble sur chaque État en dressant un panorama complet de sa situation économique et financière. Les notes individuelles sont complétées par une note globale qui présente un aperçu de la situation combinée de l'Union, composée bien entendu des 8 États membres. Destinées initialement aux investisseurs sur le marché des titres publics, les notes d'information sont aujourd'hui exploitées par un public assez large et est devenue aujourd'hui la ressource la plus téléchargée sur le site internet de UEMOATIT. Chers participants, je vais maintenant passer la parole à chacun de nos panélistes pour nous présenter leur institution, avant bien entendu de répondre aux questions relatives au thème du webinaire. Alors, Madame Dalé, pouvez-vous présenter aux participants donc, votre structure Deloitte ainsi que votre implication dans l'élaboration des notes d'information et nous dire aussi quel est le processus d'élaboration des notes et le contenu de ces notes. Merci Monsieur Sow et merci à l'agence UEMOATIT d'avoir organisé ce webinaire. Et bonjour à tous les participants qui ont pu se connecter.
Donc, comme l'a rappelé Monsieur So, donc, je suis le docteur Nathalie Dallet. Je travaille au sein du pôle économique advisory de Deloitte et je suis basée à Paris. Mais j'interviens dans la sous-région, dans les 8 pays hein, que j'ai déjà couverts au cours de diverses missions depuis près de 10 ans. Donc, je commence à bien les connaître. Et on intervient, l'équipe de Paris, mais souvent également en collaboration avec nos bureaux locaux. Donc, on a plusieurs bureaux qui sont implantés dans la zone UEMOA, comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo ou encore au Bénin, avec lesquels on collabore. Et donc, on intervient aussi bien pour des acteurs privés que publics, mais également pour des banques de développement. Dans des champs d'intervention qui vont des analyses d'impact économique, soit de grands projets, une nouvelle infrastructure va être mise en place et on fait appel à nous pour savoir quelles retombées économiques on peut en attendre, ou alors l'analyse également d'impact de projets de réformes que les pays comptent mettre en place. On intervient également dans des problématiques liées à l'énergie. Là, plutôt côté régulateur et acteur du secteur, notamment dans tout ce qui est lié aux problématiques d'électrification des pays, aux programmes qui peuvent être lancés en lien pour favoriser l'accès au plus grand nombre à l'électricité. Et puis, bien évidemment, on intervient aussi dans le secteur des télécommunications, souvent en appui des régulateurs sur différentes thématiques en lien avec l'économie du secteur, qui va aussi bien qui parle aussi bien de problématiques liées à la fiscalité du secteur que de problématiques de concurrence. Et donc, comme l'a également mentionné Monsieur So, nous intervenons également en appui à l'agence dans la revue qualité des notes d'information. Et donc, pour être un peu plus précis sur l'organisation de ces notes et le processus d'élaboration, ça fait maintenant la 3e année qu'on est en partenariat avec l'agence pour pouvoir produire ces notes qui sont réalisées en appui avec des consultants indépendants qui ont été désignés par l'agence de l'UEMOA et qui sont la plupart du temps des professeurs en économie qui ont des spécialités de type monnaie, finance ou développement économique, qui, eux, sont basés dans plusieurs pays et qui ont un accès à l'information qui est plus proche qu'en étant à distance, bien évidemment, et donc qui se chargent chaque année de compléter les notes, de les mettre à jour et de revoir les nouveaux chiffres qui sont publiés par les différents États. Et donc, ils font ça dans un premier temps. Et ensuite, notre équipe intervient pour procéder à la revue qualité. On vérifie que l'information est exhaustive et bien mise à jour, que toutes les actualités du pays sont bien mises en avant. L'autre point sur lequel intervient également Deloitte, c'est sur la mise à jour de la note de l'Union qui nous incombe, ainsi que la mise à jour de la note de la Guinée-Bissau. Et à l'issue de la production de toutes ces notes, on procède également à l'harmonisation pour que les contenus soient à peu près les mêmes d'un pays à l'autre, autant que possible. Et ces notes sont ensuite transmises à l'agence UEMOA Titres, qui va ensuite les transmettre aux États pour qu'il y ait un retour et une validation de ces notes avant qu'elles puissent être publiées. Voilà pour le processus global d'écriture et de mise à jour des notes d'information. Alors, ce sont des notes qui sont riches
et qui vise à donner aux investisseurs une vision exhaustive de l'économie et des politiques qui sont mises en place dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc, elles sont structurées autour de 9 grandes thématiques. Une première thématique qui vise à donner une présentation d'ensemble du pays, sa localisation géographique, sa population, le niveau d'éducation et de santé, donc des thématiques qui sont plutôt générales et socio-démographiques. Une deuxième partie vise à examiner quelle est la situation économique récente en termes de croissance et d'organisation, de structuration du PIB. Sur la période la plus récente également, quelles sont les perspectives à court terme, donc dans les 2 années à venir. Donc, dans cette partie, on analyse le PIB et ses composantes, quels sont les secteurs phares des différents pays et comment ils ont pu évoluer. Et évidemment, on examine également tout ce qui est analyse de la demande au niveau macroéconomique et des investissements dans les différents pays. Une troisième partie vise à mettre en exergue les plans de développement qui sont développés par les différents pays de l'UEMOA, de regarder quelles ont été les réalisations récentes qui ont été mises en place par les différents pays, que ce soit des nouveaux investissements, réhabilitation de routes, mais également quelles réformes les pays ont pu mettre en œuvre pour pouvoir améliorer le climat des affaires des pays. Donc, une vue assez matter of fact des plans de développement et de là où on en est dans les différents pays. Une quatrième partie, là, ça vise à renseigner les investisseurs sur l'environnement bancaire des États et les aspects aussi de microfinance qui jouent un rôle également dans le financement des pays, ainsi qu'un bilan sur les émissions de titres publics qui ont été faites sur la période récente dans les différents pays. Une cinquième partie porte là sur l'analyse de la balance des paiements des pays et les échanges extérieurs. Quels sont les différents échanges qui sont déjà faits au sein des pays de l'UEMOA, quels types de produits sont échangés et également vis-à-vis des pays hors UEMOA, comment s'inscrit le commerce pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, que ce soit importation, exportation. Dans cette même section, on examine également les investissements étrangers qui sont réalisés dans les pays de l'UEMOA. Donc, on regarde la provenance de ces investissements, mais également les secteurs dans lesquels ils sont investis et leur évolution récente pour avoir une meilleure vision des intérêts qui sont portés dans ces pays-là. Toujours dans cette section-là, on regarde également tout ce qui est critères de convergence de l'UEMOA, puisqu'il y a 3 grands critères qui ont été posés et on regarde pour chacun des pays si ces critères sont bien respectés ou si 1 ou 2 critères sont respectés par rapport à ce qui est demandé au sein de l'UEMOA. Donc, c'est l'inflation, l'encours de la dette rapporté au PIB et le solde budgétaire également rapporté au PIB. La 6e partie des notes d'information, elle, vise à apprécier la qualité de signature des États. Alors, cette qualité de signature des États, elle est évaluée selon 3 grandes thématiques qui sont d'abord le climat des affaires, comment se porte un pays dans le classement notamment de Doing Business de la Banque mondiale, mais également dans le cadre des programmes d'appréciation de la gouvernance financière du FMI. On regarde quels sont les derniers
dernières évolutions et la position du FMI en la matière. Et dans ce volet-là, on couvre également, lorsque c'est les cas, mais aujourd'hui, c'est quasiment la quasi-totalité des pays qui font l'objet d'une notation financière par les agences internationales telles que Moody's et Fitch. Ce sont également des informations qui figurent et qui permettent d'apprécier la qualité de signature des États. Un 7e volet est consacré aux finances publiques des États, aux prévisions budgétaires, donc recettes et dépenses, avec un niveau relativement détaillé du budget par les différents postes de dépenses et de recettes prévues. On examine également la politique fiscale des pays, quels sont le poids des ressources fiscales dans les budgets et quelles nouveautés ont également été décidées récemment ou votées dans les lois de finances des pays. Le 8e volet, lui, couvre bien évidemment, parce que c'est important pour les investisseurs, les éventuels risques, quels sont les facteurs de risque associés à ces pays. Alors, ces facteurs de risque sont appréciés aussi bien au niveau sécuritaire et politique qu'au niveau social. Les risques de grève, par exemple, ou de manifestations. Un point également important, c'est tout ce qui est risque macroéconomique et capacité de l'État à mobiliser les ressources financières, que ce soit internes ou externes. Et le dernier volet qui est couvert par les notes d'information, c'est la situation de la dette des États, qui est un point important également pour les investisseurs. Quel est le profil temporel de la dette de chacun des États, quels sont les montants qui sont à rembourser à court terme, quelle est la stratégie d'endettement de chacun des États. Donc, est-ce qu'ils sont plutôt sur des ressources concessionnelles, quel est le type de maturité des titres. On examine également tout ce qui est dette extérieure en fonction des détenteurs. Donc, est-ce que c'est de la dette bilatérale, multilatérale, des eurobonds, et le remboursement qui a été effectué par les États, donc le paiement et dans quelle devise sont émis la dette. Et on procède exactement de la même manière au niveau intérieur. La dette intérieure, est-ce que ce sont des prêts bancaires, des bons du Trésor, et quelle est la situation en termes de paiement de la dette. Voilà pour un panorama qui, j'espère, aura été exhaustif sur le contenu de ce que vous pouvez retrouver dans les notes d'information, qui, encore une fois, on le pense, est riche et qui vise à aider au mieux les investisseurs à avoir une bonne visibilité sur les 8 pays de la zone UEMOA. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je repasse la parole à Monsieur Saut. Merci bien, Madame Dallet, pour cette intervention. Certainement, nous aurons l'occasion de revenir s'il y a des questions relatives aux différents éléments que vous avez exposés. On retient de votre intervention que les notes d'information sont des notes assez riches, avec notamment 9 thématiques qui sont abordées qui pourraient effectivement satisfaire les besoins d'information des investisseurs. Et chose capitale que vous avez rappelé, dans le processus d'élaboration des notes, nous avons une validation par les États qui sont les émetteurs sur le marché des titres publics. Et en complément à ce que vous avez dit, cette validation justement est matérialisée par la signature d'une attestation émetteur qui figure dans ces notes. Donc sans plus tarder, nous allons passer à M. Dier, qui est investisseur effectivement dans la zone, pour nous présenter
Société Générale Capital Assessment, qui est sa structure ouest. Donc, il nous dit aussi quel est l'intérêt des notes d'information dans le processus d'investissement sur le MTP. Monsieur Dier, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend très bien. Nous vous entendons très bien. Vous pouvez aller. D'accord, ok, merci. Déjà, mes remerciements à l'agence Suivez-moi Titre de nous avoir conviés à ce panel, à ce webinaire comme panélistes. C'est un honneur pour nous de toujours participer à ce genre d'événement organisé par notre organe sous-régional de coordination des émissions de titres publics. Et donc, c'est un honneur pour nous d'être là ce matin, de nous présenter. Alors, qui est Société Générale Capital Asset Management? C'est une filiale du groupe Société Générale Côte d'Ivoire qui est en charge de la gestion d'actifs sur les marchés de l'UEMOA. Nous sommes dédiés à la gestion des OPCVM, des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Nous accompagnons les grandes entreprises, les institutionnels et les particuliers dans les stratégies de placement et d'investissement sur le marché financier de l'UEMOA. Donc, nous commercialisons nos fonds, les fonds communs de placement, dans toutes les filiales Société Générale de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, nous totalisons des actifs sous gestion à hauteur de 27 milliards qui sont répartis entre 7 fonds communs de placement qui couvrent toute la gamme de risques, depuis les fonds risqués, c'est-à-dire les fonds actions, vers des fonds sécurisés, des fonds obligataires, en passant par des fonds à dominance action ou à dominance obligataire et des fonds équilibrés. Nous sommes la première SGO agréée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en qualité de société de gestion d'OPCVM sur le marché. Depuis l'année 2000, nous avons une culture qui est fortement orientée client avec une équipe d'experts qui est dédiée à la gestion de nos portefeuilles. Nous avons également une réelle compréhension fondamentale des spécificités sectorielles de nos marchés. Nous avons des solutions à valeur ajoutée pour nos clients, notamment pour les plus de 3500 clients, personnes physiques et morales institutionnelles que nous gérons. Nous sommes une organisation qui est en ligne avec les meilleurs standards internationaux, notamment en matière de qualité de service, en matière de diversité de ces OPCVM, mais aussi en matière de qualité d'innovation et d'amélioration continue, puisque nos stratégies d'investissement sont essentiellement basées sur la sécurité des ressources de nos clients, la rentabilité et surtout la liquidité. Nous avons un processus d'investissement en deux approches, une élaboration du liste d'investissement et la construction d'un portefeuille modèle. Donc, il faut dire que Société Générale Capital Asset Management exerce sur ce marché depuis 2000, comme je l'indiquais. Et dans le cadre de son processus d'investissement, il faut dire que les notes d'information apparaissent comme une mine d'informations essentielle pour tout investisseur dans le choix de ses actifs ou dans le choix de ses instruments de placement. Et dans le cas d'espèce du marché des titres publics, les notes d'information élaborées par les différents émetteurs nous permettent de nous faire une idée sur déjà la qualité de l'émetteur, ses caractéristiques fondamentales et techniques, mais aussi la qualité de l'instrument qui est émis, notamment ses caractéristiques générales. Déjà, il faut comprendre la structure de l'opération à travers la note d'information nous fournit la structure de l'opération, de la caractéristique générale de l'émetteur, c'est-à-dire à la fois les informations sur cet émetteur-là, mais aussi le cadre dans lequel l'opération se fait, les autorisations éventuelles qui sont obtenues auprès du régulateur. Ensuite, il y a la nature de l'opération. Il y a évidemment les caractéristiques générales du prix, de la date de règlement, la date de substance, les taux d'intérêt. Il y a le tableau d'amortissement qui est quand même un paramètre assez important qui nous permet de savoir en fonction de la durée de l'investissement quels sont les différents flux attendus sur cet instrument-là. Nous avons aussi évidemment des paramètres liés à la liquidité du titre, parce que est-ce que ce sont des titres qui sont admissibles soit à la cote, soit au refinancement de la Banque centrale quand il s'agit des titres du marché monétaire. Donc, il y a autant d'éléments qui nous permettent, nous, investisseurs, de pouvoir nous formuler une idée, ne serait-ce que d'abord sur l'instrument,
Et derrière, on regarde aussi évidemment les modalités de souscription, hein, c'est-à-dire comment est-ce que le titre est structuré dans son émission, comment est-ce que les souscriptions se passent, quels sont les différents éléments qui nous permettent à nous investisseurs de dire que ce titre-là répond à un besoin spécifique de notre stratégie d'investissement, quelles sont les différentes règles d'allocation des ordres de souscription, est-ce que c'est des souscriptions pour lesquelles il peut y avoir des clôtures anticipées ou bien il peut y avoir une émission supplémentaire. Donc, c'est autant d'éléments qui nous permettent, nous, investisseurs, de pouvoir nous faire une idée sur l'instrument. Une fois qu'on a une idée sur l'instrument, maintenant, il faut voir derrière qui est l'émetteur, quelles sont les caractéristiques de l'émetteur, quelle est la situation financière de l'émetteur, quelle est sa situation économique dans le cas des pays, sa structure fondamentale. Et donc, c'est des éléments que nous analysons aussi en termes d'analyse macroéconomique et pour lesquels nous avons un regard assez pertinent sur les perspectives d'évolution de l'activité dans ce pays, notamment l'évolution de son PIB, l'évolution de son inflation. Il y a un paramètre qui est assez important. Quand un pays, quand un État émet, évidemment, il y a les problématiques de gestion optimale de la dette qui sont scrutées par nos services. Et donc, nous faisons une analyse de la dette de ce pays, de son service de la dette, de ses finances publiques de façon générale. Nous regardons aussi, comme l'a dit tout à l'heure Mme Dalé, est-ce que le pays a un programme avec le FMI? Est-ce qu'il est plus friand des prêts concessionnels? Quelle est sa stratégie de gestion de la dette? Quelle est sa stratégie d'investissement sur le marché? Quel est son calendrier d'émission sur le marché? Quelle est sa fréquence d'émission sur le marché? Donc, c'est autant d'éléments que nous analysons pour voir est-ce que c'est un pays qui a recours à la dette? Quel est son comportement au moment des échéances? Est-ce qu'il y a des paiements réguliers? Est-ce qu'il y a des couacs? Donc, c'est autant d'éléments qui nous permettent de nous faire une idée de la qualité de l'émetteur, au-delà même des notes qui sont attribuées par les agences de notation. On a une analyse interne, intrinsèque, qui nous permet d'évaluer le profil de risque de l'émetteur et de formuler notre recommandation en termes de choix d'investissement. Donc, c'est autant d'éléments que nous regardons en plus de l'environnement dans lequel le pays évolue. Est-ce que le climat des affaires est optimisé? Est-ce que le pays n'est pas soumis à des soubresauts internes ou externes? Donc, c'est tous ces facteurs de risque-là que nous analysons en profondeur pour nous formuler une véritable idée en termes de choix d'investissement ou de choix de support d'investissement dans le cadre de la gestion de nos portefeuilles. Donc, c'est autant d'éléments que nous analysons et voilà pourquoi les notes d'information constituent pour nous un élément essentiel dans le choix ou dans le processus d'investissement de nos portefeuilles. Donc, voilà grosso modo ce que je peux dire à l'étape de ce webinaire et je serai très heureux de répondre aux questions des différents participants. Merci. Merci bien, Monsieur Dié, pour toutes ces précisions. Donc, on retient de votre intervention que les notes d'information constituent une mine d'informations pour tout investisseur dans le cadre du processus d'investissement. Et également, on retient qu'au-delà des notes que pourraient en tout cas attribuer les agents de notation aux émetteurs, vous avez besoin du contenu de ces notes pour vous faire votre propre opinion sur la qualité de signature de l'émetteur, notamment à travers les analyses macro qui sont fournies dans ces notes, mais aussi à travers l'analyse de la situation d'endettement, qui est l'une des thématiques abordées également dans ces notes. Et aussi, le fait de participer, le fait d'avoir un programme avec le FMI constitue également un élément essentiel dans le cadre de la prise de décision d'investissement. Nous venons maintenant à notre dernier intervenant, M. Nyovi. M. Nyovi, pouvez-vous présenter brièvement votre structure United Capital for Africa et nous dire comment vous utilisez ces notes d'information au quotidien? Merci bien, M. Sow. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel et je voudrais, d'entrée de jeu, remercier l'agence UEMOA Titres et notamment son directeur général et Mme Dalla qui nous ont permis d'être sur ce panel pour participer à ce panel en tant que panéliste. Je voudrais aussi dire que UCA est une société de gestion d'intermédiation qui reçoit
reçoit, je voudrais aussi dire que UCA est une société de gestion d'intermédiation qui reçoit son agrément du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Et à ce titre, nous sommes un acteur principal du marché boursier et que nous animons. Et au-delà de l'analyse du marché, nous avons noté d'autres opportunités qui sont le marché monétaire et sur lequel nous sommes positionnés. Et aujourd'hui, UCA, qui a eu son agrément depuis 2017 et a commencé par faire son chemin tout doucement pour pouvoir détenir un part de marché progressif. À date, je pourrais dire que UCA totalise aujourd'hui en termes de ressources près de 70 milliards de francs CFA, tous les deux marchés confondus. UCA a trouvé que l'opportunité qui nous est offerte pour les sociétés de gestion et d'intermédiation pour l'animation du marché monétaire, que c'est une bonne chose, qu'il y a autant d'opportunités, qu'il faut diversifier l'éventail des produits sur le marché financier. Une bonne chose, et a saisi l'opportunité et a été le premier acteur pour la première GI qui a pu qui participe à la connaissance agile pour le bien-être de ses clients, surtout les clients personnes physiques et institutionnelles. À date, UCA a des clients un peu partout dans la sous-région. Dans sa gamme de clientèle, nous avons des institutionnels, les banques régionales, banques commerciales, les institutionnels comme assurance et les caisses de conciliation et caisses de dépôt. Donc, et nous continuons toujours par porter l'étendard de la culture boursière comme la culture financière pour pouvoir permettre aux populations de la sous-région, notamment de l'UMOA, d'acquérir, à prendre en compte ces différents produits pour le développement de leur portefeuille. Après cela, je pourrais dire que ce que nous en faisons de la note d'information. Et pour nous, la note d'information est un outil très capital et quand on arrive au cours de l'année déjà et qu'on n'a pas la note d'information actualisée, nous sommes un peu perplexes parce que pour les produits, UCA a sa culture. Je ne voudrais pas répéter mes prédécesseurs qui ont déjà indiqué le processus d'élaboration et que j'apprécie beaucoup parce que nous voyons que l'UEMOA est un ensemble et que tout est harmonisé, que c'est un très bon processus et que les éléments indiqués dedans nous permettent de mieux apprécier les différents émetteurs qui sont les États et aussi pour ne pas répéter notre confrère sur la question de l'intérêt que porte la note d'information, nous avons jugé très important et très utile cette note qui est d'abord notre première source d'information que nous estimons que c'est assez riche et qui nous met à disposition toutes les informations que nous demandons. Et nous cherchons pour le compte de nos clients, parce que UCA a la coutume, je dirais, pour chaque émission, de présenter la note d'information sous une version différente de ce qui est indiqué généralement ou globalement, qui nous est donné globalement, et associé aux caractéristiques de l'opération qui est en cours, soit si c'est une omission d'aujourd'hui, déjà en avance, et nous prenons toutes les informations que nous analysons et que nous soumettons à nos clients pour leur permettre de prendre des décisions de soumission ou non. Aussi, tout ce qui est déjà dit en tant que les différentes parties d'analyse, nous prenons en compte ces analyses. Nous prenons en compte ces analyses en ce sens que c'est vrai
que l'agence UEMOA Titre, en collaboration avec Deloitte, a mis un document de qualité à notre disposition, mais nous essayons d'aller au-delà pour voir si les informations, parce que c'est vrai, la note d'information habille l'émetteur et vend l'émetteur. Nous aussi, par derrière, nous essayons de faire quelques analyses de contradictions, c'est-à-dire aller sur des notes d'information parallèles, notamment on fait recours aux informations qu'on peut déceler dans les agences de notation aujourd'hui, et que tous les pays aussi font recours à ces agences de notation et tout, pour pouvoir regarder dans le détail si, par exemple, les perspectives qui sont indiquées, par exemple, c'est un cas, les perspectives qui sont indiquées, si ce n'est pas, comment on appelle, si ce n'est pas des perspectives trop optimistes, ou est-ce que ça peut être réalisé, ainsi de suite, parce que nous, après cette note de synthèse que nous faisons à l'endroit de nos investisseurs, qu'est-ce que nous faisons en plus? Nous mettons à chaque fin d'année, ou chemin faisant, nous mettons un rapport de gestion si le client est sous mandat sous gestion chez nous, ou un rapport de portefeuille si c'est un institutionnel, pour lui dire, voilà tel titre, nous vous avons tel émetteur, nous vous avons proposé, nous avons fait des recommandations. Ça vous a permis de prendre des décisions et d'aller sur l'émission, sur l'émission. Voilà, à date aujourd'hui, tout ce que nous avons indiqué comme risque, et évolution des risques, évolution des perspectives et tout, que voilà le point, on fait le point à un niveau donné, pour surtout en début d'année, pour permettre à l'émetteur, à l'investisseur de continuer par avoir confiance. Parce que la confiance seulement, ce n'est pas une question de taux pour l'investisseur. La confiance aussi, c'est savoir si son investissement est vraiment pris en compte et que tout ce qui est indiqué comme perspective, est-ce que ces perspectives ou ces réalisations des projets ont été réellement réalisées. Au-delà, la note d'information est une autre source d'information pour nous parce que nous, en tant que SGI et que nous avons d'autres services d'ingénierie financière qui nous permettent de faire des études et analyses et accompagner certaines entreprises corporates pour des levées de fonds et autres, nous essayons de puiser dans ces corporates se trouvent dans ces différents pays, nous essayons d'aller au-delà maximum de ces informations, puiser ces informations et les comparer, les analyser pour pouvoir peaufiner notre document. Donc, en gros, je pense que c'est ce que je pourrais dire sur l'utilisation de la note d'information que vous soumettez, UEMOA Titre soumet à notre disposition. Et encore, je remercie l'agence UEMOA Titre et je vous retourne la parole. Merci, M. Sow. Merci bien, M. Nouvi, pour toutes ces précisions. Et nous constatons que vous êtes un utilisateur averti de ces notes, vu vraiment l'usage que vous faites de ces notes au quotidien. Et nous notons également que vous faites une synthèse de ces notes. Évidemment, l'objectif derrière aussi l'élaboration de ces notes, c'était d'avoir dans un seul document des informations exhaustives sur les États. Bien entendu, ces notes-là peuvent servir de source de données ou de sources complémentaires aux analyses qui pourraient être faites par les différentes équipes d'analyse risque. Et je pense que c'est votre cas. En tout cas, nous vous remercions pour vraiment tous ces éléments qui montrent une fois de plus tout l'intérêt de ces notes-là pour les investisseurs du marché des titres publics. Alors, je rappelle à nos participants que peuvent déjà transmettre les différentes questions donc dans le chat, donc dans le Q&R. Et nous avons déjà des questions. Et maintenant, mais avant d'aborder ces questions, un élément quand même assez important qui a été rappelé par M. Novi,
c'est notamment les perspectives économiques. Alors, Mme Dallet, dans son intervention tout à l'heure, rappelait en fait que nous avons une section dédiée au risque, parce que qui dit perspective économique, évidemment, perspective économique suppose un certain nombre d'hypothèses. Donc, les perspectives aussi tient compte d'un certain nombre d'hypothèses, donc dont la réalisation de ces hypothèses, évidemment, est sujette à certains risques. Évidemment, dans les notes d'information, nous rappelons ces risques aux différents utilisateurs, qui leur permet justement d'avoir une appréciation assez fine de ces perspectives et pourquoi pas de se faire leur propre opinion. Donc, je rappelle, comme je le disais tantôt, que nous commençons à recevoir déjà les questions. Nous avons une question de M. Fabrice Tierno qui voudrait savoir comment est-ce que effectuer la collecte de ces informations sur les États que nous analysons, du point de vue fiabilité. Madame Dallet, est-ce que vous pouvez nous permettre de répondre à cette question? Et éventuellement, si M. Dié ou M. Novi peuvent apporter des compléments par la suite. Merci M. Sow. Alors, dans les dispositifs que j'ai présentés, on fait appel à des personnes donc, qui sont professeurs en économie pour la plupart, qui sont directement présents dans les pays et qui peuvent avoir accès à l'information. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils peuvent chercher l'information auprès des différentes instances, ministères, et on part du principe que les informations et données qui sont publiées par ces différentes institutions sont fiables. En plus de ça, il y a d'autres informations qui sont utilisées pour source des grandes institutions internationales, type Banque mondiale, FMI, également Ilostat ou UN-Comtrade, donc des Nations Unies. C'est des institutions qui, a priori, publient de l'information qui est crédible et dont on peut avoir confiance. Donc, le mélange entre ces différentes sources d'information, donc quand même en priorité l'information qui vient des États membres, et également on utilise l'information qui est collectée par la Banque centrale des États, qui est très riche également en termes statistiques. Et donc, ces trois grandes sources combinées nous permettent d'être assez confiants dans la fiabilité, et on peut les recouper entre elles pour voir s'il y a des écarts significatifs ou non, pour être à peu près confiants sur les données et les informations qui figurent dans les notes d'information. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, tout à fait. Maintenant, si la personne qui a posé la question est satisfaite de la réponse, ou bien enfin, si elle estime que la réponse n'est pas suffisante, elle pourra rebondir. Alors, une autre question pour Mme Dallet, qui vient de M. El Hadj Mahmoudou K, donc il aimerait savoir quel est le rôle de l'équipe de Mme Dallet dans l'élaboration des notes de l'agence. Alors, merci pour cette question. Donc, notre rôle, avant tout, est de s'assurer de la qualité des notes d'information, donc de faire une revue qualité, c'est-à-dire que nous vérifions la cohérence des informations et faisons en sorte qu'elles soient exhaustives et aussi complètes que possible. On a la chance dans notre activité quotidienne d'intervenir sur de nombreux projets dans la sous-région. Donc, on est globalement au sein de mon équipe assez informé. Alors, je n'irai pas sur toutes les thématiques diverses et variées, je ne veux pas prétendre une chose pareille, mais on a une bonne connaissance quand même de ce qui se passe dans les pays. Et donc,
on a ce regard extérieur qui nous permet de vérifier que les notes sont bien exhaustives et que les données sont mises à jour. Donc ça, c'est un premier rôle, c'est la revue qualité des informations et des notes des consultants indépendants qui nous sont transmis. Notre deuxième rôle, c'est que l'agence a souhaité nous confier la mise à jour de 2 notes qui sont la note de l'Union, donc dont certaines thématiques sont communes à l'ensemble des pays de la sous-région. Donc ça incombe à mes équipes. Et également, la note de la Guinée-Bissau incombe également à mes équipes pour tout ce qui est mise à jour. Voilà pour le rôle. Et puis, peut-être la dernière intervention qu'on fait, c'est de faire en sorte que les notes soient à peu près semblables d'un pays à l'autre, que le type de contenu soit harmonisé pour qu'il n'y ait pas un pays qui soit déséquilibré par rapport à un autre et que tout soit bien représenté en matière d'information investisseur. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Merci bien, Madame Dalé, pour ces éléments de réponse. Alors, nous avons une question de Monsieur Ouedraogo Clément qui aimerait, d'abord, il précise qu'il n'est pas un investisseur averti. Il demande s'il ouvre une note d'information, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier pour comparer un pays à un autre et quelles sont les informations les plus importantes. Peut-être qu'à la suite de Madame Dalé, Monsieur Dié ou... D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est une excellente question. Juste rebondir sur ce que Madame Dalé vient de dire, c'est qu'au-delà des informations, évidemment, nous, investisseurs qui sommes sur le marché, nous avons les mêmes sources d'informations que celles dont a cité Madame Dalé. Et nous avons aussi nos plateformes d'information financière qui nous permettent justement de pouvoir avoir ces informations-là, soit en temps réel ou dans des bases de données, et qui permettent à nos équipes d'analyse et de recherche de pouvoir formuler des recommandations sur la qualité de l'émetteur ou la qualité de l'instrument sur lequel nous souhaitons investir. Sur la question de M. Ouedraogo, si j'ai bien compris, quand vous n'êtes pas investisseur, évidemment, il peut y avoir un flot d'informations qui peut éventuellement vous embrouiller parce que vous ne savez pas vers quelle information la plus pertinente aller et en matière de décision, vous pouvez être un peu confus. Alors, déjà pour comparer 2 pays, je pense que dans le cas d'espèce de ce webinaire, nous sommes en train de parler des pays membres de l'UEMOA. Donc, nous avons l'avantage que ce sont des pays qui sont dans une même zone monétaire, une même zone économique, sur lesquels on a la même monnaie, donc la même devise, et pour lesquels on a des critères d'analyse macroéconomique et des critères de convergence macroéconomique. Donc, ce sont des critères qui permettent à la fois d'avoir une meilleure visibilité sur la santé économique de ce pays-là en analysant les différents ratios des critères de convergence macroéconomique qui ont été dictés par l'UEMOA. Et donc, ça permet d'avoir des bases de comparaison assez fiables et de pouvoir se faire une idée de la qualité de gestion de la dette, par exemple, d'un pays par rapport à un autre, ou bien de l'évolution de son service de la dette sur une période en comparant, évidemment, certains ratios macroéconomiques. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est assez pertinent et qui permet justement aux analystes et aux gérants de pouvoir formuler des recommandations quant à l'évolution de la situation économique de 2 pays, si tant est que ces 2 pays émettent des titres au même moment. Mais évidemment, l'analyse relative entre deux titres doit aussi tenir compte des caractéristiques de ces 2 titres en termes de structuration. Est-ce que ce sont des titres qui ont la même maturité? Est-ce que ce sont les titres qui s'amortissent de la même manière, donc le même tableau d'amortissement, qui ont une même durée? Est-ce que ce sont des titres à 5 ans que vous analysez un peu, ou bien un titre à 3 ans versus un titre à 7 ans? Donc, c'est autant d'éléments qui permettent à nos gérants et à nos analystes de pouvoir se faire une idée de la qualité du titre qu'on a, de la qualité de l'émetteur, et de pouvoir formuler des recommandations en termes d'investissement. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question de M. Ouedraogo. Merci.
Merci bien, Monsieur Dié. Est-ce que Monsieur Ndouvi souhaiterait également apporter des éléments de réponse à la question de Monsieur Dorgo? Merci, Monsieur So. Je pense que Monsieur Ouedraogo a donné la réponse qu'il faut à cette préoccupation, parce que je note que les critères qui peuvent permettre de comparer des pays, tout est déjà indiqué dans la note d'information et l'analyse que nous faisons pour des recommandations en vue de prise de décision aussi spécifient bien cela. Et ce qui peut attirer notre attention surtout, c'est sur les critères de convergence dont a fait cas M. Dié. Et ça, je pense que pendant longtemps, depuis que nous sommes sur le marché et bien avant l'avènement de Covid, les investisseurs en tiennent compte énormément. Donc, il y a toujours, dans un environnement où règne l'harmonisation des tests et autres, il y a toujours quand même quelques points de différence. Je prends comme exemple, comparer un État de la Côte d'Ivoire à un État du Bénin où je suis, il doit y avoir des éléments qui motivent le choix entre les deux. Ça peut être un élément de taux qui peut motiver l'investisseur à aller sur le Bénin. Et quand ce n'est pas l'élément de taux, ça peut être un élément de données macroéconomiques qui pourrait quand même faire chose, qui pourrait motiver également. Je pense que c'est ce que je peux apporter comme éclaircissement sur la question, sur cette question-là. Monsieur Sow. Merci bien, Monsieur Nové, pour ces éléments de réponse. Alors, je tenais à rappeler à l'ensemble des personnes qui nous suivent que nous venons de mettre dans le chat le lien pour pouvoir accéder à l'ensemble des notes d'information, donc édition 2020. Donc, il s'agit des 8 notes individuelles des 8 États membres de l'UEMOA et celle de l'Union. Donc, il fait au total 9 notes. Vous avez également la possibilité de télécharger sur le site internet de UEMOA-TIT les notes précédentes, donc à savoir celle de 2019 et celle de 2017. Également, ce qui convient de rappeler, c'est que dans le processus de validation, nous avons quand même plusieurs niveaux. En complément de ce que Mme Dallé a dit, j'aimerais rappeler que dans un premier temps, vous avez la revue qualité de Deloitte qui est là pour quand même s'assurer de la qualité des notes. Mais aussi au niveau de UEMOA-TIT, donc nous avons un département conseil et assistance aux États qui tient également une base de données. Donc à travers cette base de données, nous avons une analyse, une vérification croisée donc, pour s'assurer effectivement que les données qui sont collectées par les consultants individuels sont effectivement celles-là qui sont produites par les différentes sources, donc à savoir les sources au niveau national, mais également les institutions internationales. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir une certaine validation en amont, avant que, évidemment, ces notes soient transmises aux États pour une validation finale, qui elle est sanctionnée par la signature d'une attestation émetteur que vous trouvez dans les premières pages de notes d'information. Également, je tenais à rappeler aussi un élément quand même assez capital en ce qui concerne l'organisation du marché des capitaux donc dans la zone UEMOA. Donc, les États ont 2 possibilités pour lever de la dette. Donc, vous avez le marché des titres publics et le processus ici, c'est les adjudications. Et vous avez le marché par syndication, donc, qui est notamment géré au niveau de la BRVM, qui constitue le marché secondaire des titres émis par voie de syndication. Alors, on attend souvent marché monétaire, mais il convient quand même de rappeler que le MTP est plus qu'un marché monétaire, parce qu'en plus des bons de trésor dans l'horizon, selon les tests, ne doit pas excéder 2 mois dans l'horizon de la politique monétaire. Nous avons des titres de moyen et long terme. Donc aujourd'hui, sur le MTP, vous avez des titres publics qui vont jusqu'à 10 ans. Donc, c'est sûr pour rappeler en fait que le MTP est plus qu'un marché monétaire. Il faudra plutôt parler, bien entendu, de marché de capitaux. Donc, cette précision étant faite, nous allons poursuivre avec les questions que nous recevons de la part de nos différents participants. Et la prochaine question est celle de M. Elhadj Mahmoudouka,
donc adressé à M. José et M. Noubi. Il aimerait savoir quel a été l'impact du COVID-19 sur l'activité de M. José et de M. Noubi. Est-ce qu'il leur est arrivé de prendre des décisions indépendamment des notes de l'agence? Monsieur Guillet, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, M. Sow. C'est une excellente question qui va nous permettre justement d'indiquer un peu le comportement des investisseurs que nous sommes lorsqu'il y a une situation de crise sur un marché des capitaux, un marché financier. Alors, déjà, il faut dire que, grosso modo, hein, il y a 3 effets qui peuvent se passer quand il y a une crise sur un marché. Il y a d'abord l'effet baisse des valorisations. Bon, et on a constaté que sur le marché, principalement sur le marché de l'UEMOA, on était dans un cycle de baisse depuis 2015-2016 qui était lié à la correction du marché de sa précédente hausse vigoureuse de 2011 à 2016. Donc, du coup, le marché a corrigé. Et cette correction s'est quelque peu accentuée avec la crise de la Covid, évidemment, qui s'est caractérisée par justement cette baisse d'activité. On a un phénomène aujourd'hui du marché qui est particulier, c'est qu'on a comme une sorte de décorrélation entre les fondamentaux des entreprises qui sont cotées et éventuellement l'évolution de leurs titres en bourse. Mais tout ceci n'est que situation de crise qui est en train de se dissiper parce que depuis quelques temps, on constate que la BFRM reprend quelques couleurs et c'est déjà bon signe. Ça prouve que les investisseurs commencent à réavoir confiance en l'évolution de ce marché et donc les investissements se font de plus en plus intéressants. Donc, premier effet marché, donc effet valorisation sur les actifs qui sont cotés. Et donc, évidemment, ça a un impact sur la valorisation des portefeuilles, notamment les portefeuilles actions que nous gérons. Deuxième effet, qui est un effet un peu du comportement de sécurité, c'est que quand sur le marché boursier, vous avez quelques éléments de crise, automatiquement dit, il y a ce qu'on appelle le flight to quality, c'est-à-dire la fuite vers la qualité, vers le marché obligataire qui est considéré, notamment le marché obligataire des titres publics, qui est considéré un peu comme un marché un peu plus sécurisé que le marché action. Donc, évidemment, il y a une fuite vers la qualité. Donc, ce qu'on a constaté, nous, dans la plupart de nos fonds, et ça, c'est le troisième effet, c'est qu'il y a un effet volume, mais qui est réalloué, une sorte de réallocation qui est faite parce qu'il y a la baisse des souscriptions ou une hausse des rachats sur les fonds actions pour justement se retourner vers les fonds obligataires qui sont censés être des fonds de sécurité, des fonds qui justement nous permettent d'avoir une certaine protection de notre capital investi. Donc, une fois que cela est dit, nous, en tant qu'investisseurs, évidemment, dans les stratégies que nous mettons en place pour justement avoir à moins subir les impacts du marché, c'est que sur les portefeuilles, par exemple, actions, nous développons des stratégies qui nous permettent de pouvoir être en situation très défensive lorsque le marché boursier est en baisse. Et sur les marchés obligataires, nous développons des stratégies pour mettre en exergue justement le potentiel d'évolution d'un marché obligataire en situation de crise et nous ferons en sorte que justement les performances de nos portefeuilles s'en ressentent. Alors donc le choix d'un investisseur dans ces cas de situation-là, c'est justement de bien analyser les titres qui pourront être les titres qui seront moins impactés. Donc il faut faire une analyse sectorielle. Il faut regarder les pays qui sont impactés par la crise de la COVID-19, comment ils se sont comportés, quelles sont les mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Je pense que la plupart des États membres de l'UEMOA ont été très réactifs dans la mise en place de mesures tendant à soutenir l'économie avec l'aide justement des institutions de l'UEMOA comme la Banque centrale, la BOAD. Donc, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises pour justement permettre au pays de pouvoir amortir ces chocs exogènes assez violents et ne pas faire sombrer les économies dans des situations assez graves. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine engriffe, hein, je pèse mes mots, une certaine résilience de nos économies par rapport à la crise de la COVID-19 qui est en train de s'y résorber. Évidemment, le marché des titres publics a été justement un marché qui a permis justement aux banques et aux États de pouvoir justement être soutenus
par les institutions de l'UEMOA dans le cadre des mesures qui ont été prises, puisque les injections de liquidités faites par la Banque centrale et les émissions de bons Covid effectuées par les États via l'agence UEMOA Titres ont permis justement de soutenir les économies et de permettre aux États d'avoir de la liquidité pour pouvoir mettre en place des programmes de soutien aux populations. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà dans cette situation de crise. Comment est-ce que nous, on s'est comporté? On a eu à faire des réajustements, des réallocations de portefeuille pour permettre justement à nos clients de pouvoir avoir une performance qui va être amortie, qui a amorti le choc issu de la crise de la COVID-19. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà. Alors, merci bien, Monsieur Dié, pour ces éléments de réponse. Monsieur Nouvi, est-ce que vous souhaiteriez apporter un complément à ce que Monsieur Dié vient de dire? Non, merci, Monsieur Sow. Je pense que Monsieur Dié a répondu correctement à la question, très bien même, je dirais. Seulement qu'il faut faire notifier que c'est vrai. Et les clients aujourd'hui, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, cherchent vraiment une sécurité sur le marché. Et à date, c'est par rapport à tout ce que nous développons aussi pour le marché action, nous essayons de leur proposer la sécurité qu'il y a sur le marché monétaire. Ça, c'est le marché monétaire offre une certaine sécurité aujourd'hui. Et en attendant que nous passions cette période de COVID où des réformes en interne ont été faites en termes de stratégie au niveau de gestion des portefeuilles, nous essayons également de maintenir le cap avec nos clients en attendant de revenir en de meilleures situations pour pouvoir faire chose. Surtout les particuliers, parce que les particuliers qui disposent des petits portefeuilles actions, quand ils viennent, ils veulent toujours dire je ne veux plus de perte en capital, je veux comment investir sur des supports sécuritaires et ainsi de suite. Donc, le marché UEMOA Titres est là pour offrir cette alternative que nous avons aujourd'hui. Ceci est dit, c'est quand même nous, en tant que spécialistes du marché, intermédiaire du marché, nous avons vocation à développer les deux marchés et nous essayons quand même d'apporter la stratégie qu'il faut pour la sécurité de ces portefeuilles-là. Donc voilà, M. Sow, ce que je pourrais apporter en complément du développement très explicite de M. Dié. Merci. Alors, merci bien à nos deux panélistes pour ces éléments de réponse. Nous avons des questions qui nous arrivent dans le chat, ce qui montre vraiment l'intérêt des participants pour ce webinaire. Alors, maintenant, avant de poursuivre, quand même, il est important de rappeler quelque chose qui a été mentionné notamment par M. Dié. C'est le fait que le marché des titres publics de l'UEMOA a été résilient donc pendant cette période de COVID-19, avec un montant record de mobilisation de ressources donc, sur ce marché de plus de 5 000 milliards, donc bien entendu hors bon Covid, donc qui a été rappelé par les bons Covid, il faut rappeler que c'était des financements relais, donc qui avaient été notamment sollicités par les États dans l'attente bien entendu des promesses qui avaient été faites par les différents partenaires financiers et techniques internationaux. Alors, ceci étant dit, un élément important aussi que M. Dié a rappelé, cette période de crise qu'a constitué en tout cas la COVID donc en 2020, on a observé peut-être, je dirais, si je dois peut-être parler de repli, peut-être le terme ne convient pas, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, enfin pardon, en 2020, on a eu plutôt une préférence accrue des investisseurs, donc les titres obligataires, spécifiquement donc les titres publics, donc ceux-là qui sont émis par les États, notamment sur le MTP, donc ce qui nous a permis bien entendu d'avoir ce montant record de mobilisation sur le marché des titres publics. Ce qui témoigne une fois de plus l'importance de ce marché pour nos États dans le cadre de financement de leurs besoins pour bien entendu réaliser les différentes infrastructures pour le développement de la zone. Donc nous avons une autre question, une question qui vient de M. Auguste Pofi, qui nous suit depuis la France. C'est pour dire en fait que nous sommes suivis d'un peu partout, même en dehors de la zone franc. Donc d'abord, il salue l'initiative de ce webinaire et également il tient à remarquer la qualité des intervenants. Donc sa question notamment, alors
s'intéresse à une thématique. Alors, il aimerait savoir, est-ce que les thématiques abordées dans les notes d'information publiées sont plus conjoncturelles, qui portent notamment sur la fermeture, ouverture des entreprises, sur les services de la dette, proportion dette intérieure-extérieure, donc au-delà des paiements. Alors, il a fait beaucoup de commentaires, donc... alors, il note que les sources principales des notes sont issues de la BCAO et des institutions financières internationales. Est-ce que des sources telles que les INS, Crédit Bureau, etc. sont utilisées? Donc, peut-être que là, Madame Dallé pourra nous aider à répondre à cette question. Donc, il aimerait savoir, est-ce qu'en dehors des sources telles que la BCAO et des institutions financières internationales, des sources telles que les INS, donc les Instituts nationaux de statistiques, les crédits bureaux et autres sources sont utilisées également. Madame Dallé. Oui, merci, Monsieur Sow. Merci pour cette question, Monsieur Kofi. Effectivement, nous avons d'autres sources qui sont utilisées. Comme je l'ai indiqué, on privilégie les sources nationales pour pouvoir alimenter les sources grâce aux personnes qui sont sur place. Donc, on utilise effectivement des données qui viennent des instituts nationaux de statistiques, qui viennent également des ministères, ministère de l'économie, ministère des finances, dans les notes d'information. Et parfois, on fait appel aux données des instituts internationaux parce que les données ne sont pas toujours à jour, ça dépend de quel type. Ça peut être typiquement sur les projections de la population. Les instituts nationaux de statistiques ne sont pas à jour parce que c'est des procédures extrêmement lourdes pour pouvoir faire des recensements de population. Donc, c'est publié tous les 4-5 ans selon les pays. Donc, voilà pour les différentes sources qu'on utilise, que les consultants indépendants utilisent dans la mise à jour des notes. J'espère que ça répond à votre question. Alors, M. Kofi pourra peut-être rebondir si éventuellement il estime qu'il y a des éléments encore éclaircis. Mais en complément de ce que Mme Dallé vous venez de dire, c'est qu'il faut rappeler à nos différents participants qu'il y a un travail qui a été fait, un travail préalable à l'élaboration de ces notes. C'est d'abord identifier les sources potentielles de l'ensemble des informations utilisées dans ces notes. Donc, ces sources notamment incluent notamment les INS. Vous savez que les INS ne produisent pas toutes les informations. Vous avez suivi notamment l'exposé de Mme Dallé donc, sur le contenu des notes, donc qui contiennent 9 chapitres, donc qui portent sur des thématiques diverses et variées. Et les INS ne produisent pas toutes ces notes. Vous avez par exemple la section dédiée à la dette, donc ce sont des données qui sont issues des directions de dette publique, qui sont cette structure-là en charge justement de la publication de ces statistiques. Vous avez notamment, vous avez cité Monsieur Kofi, vous avez parlé tantôt de la BCAO. Certes, on utilise la BCAO, mais surtout pour les données qui relèvent, en tout cas, de ses compétences, notamment tout ce qui est des balances de paiement. Bon, vous savez que dans la plupart des pays, donc, la balance des paiements est produite en fait par la Banque centrale. Et enfin, vous avez par exemple tout ce qui est relatif à la situation monétaire, évidemment, sont des informations qui sont produites par la Banque centrale. Donc, nous avons diverses sources variées. Donc, en fait, ils dépendent du type d'information qui est utilisé. Donc, nous utilisons certes la BCAO comme source pour les données qui sont produites par la BCAO. Nous avons recours également aux institutions financières internationales pour les données produites par ces institutions. Évidemment, nous avons recours aux INS pour les données notamment qui sont relatives à la situation socio-économique des États, notamment tout ce qui concerne les aspects liés à la santé, à l'éducation et autres. Donc, cette précision étant faite, alors nous avons une question qui nous vient d'un participant anglophone, donc qui aimerait savoir quelle importance la place donc, de l'UEMOA accorde au ESG, donc spécialement, évidemment, enfin, sont des titres qui sont liés
aux aspects liés au climat, au changement climatique. Est-ce que, alors, peut-être M. Dié ou M. Novi pourront nous aider à répondre à cette question. Monsieur Dié? Alors généralement, sur les émissions des titres des États, je pense qu'en tout cas, pour ma part, hein, nous n'avons pas encore vu d'éléments relatifs aux politiques ESG. Par contre, je sais que certains investisseurs aujourd'hui intègrent ces aspects-là dans le choix de leurs investissements. Je sais aussi que les États et les structures centrales du marché réfléchissent à créer un cadre pour justement ce type de produit-là. Mais pour le moment, en tout cas pour ma part, nous n'avons pas encore ces éléments-là développés dans les notes d'information. Après, comme je dis, c'est des éléments additionnels qui justement peuvent être indiqués dans la note et qui prouvent que l'État en question ou l'émetteur en question ou l'instrument en question respecte les principes ESG dans le cadre des investissements. Voilà. Mais sinon, pour le moment, je n'ai pas encore vu ça dans une note d'information d'un État. Monsieur Novi, est-ce que vous souhaitez apporter un complément à ce que Monsieur Dié vient de dire? Monsieur So, je ne pense pas que j'ai de complément, parce que nous n'avons pas encore vu ces aspects relevés dans les notes d'information. Mais il faut noter quand même que pour l'évolution des choses, les États aussi se préparent à vraiment mettre en place les politiques de climat dans leur perspective prochainement. Et comme l'a dit aussi M. Dié, je confirme qu'il y a de très belles perspectives en termes de produits même qui prennent en compte le développement du climat, l'importance du climat dans les émissions sur le marché financier comme sur le marché monétaire. Merci. Merci bien pour ce complément. Alors, nous avons pas mal de questions, donc vu le temps qui nous est imparti, ce n'est pas évident de pouvoir répondre à toutes ces questions, mais nous ferons le nécessaire. Alors, une question qui nous vient de M. Joachim Lezou, qui aimerait savoir est-ce que les notes d'information ont une valeur juridique qui engage l'Union ou les États? Alors, est-ce que Mme Dallé peut répondre à cette question? Est-ce que ces notes ont une valeur juridique? J'avoue que je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à cette question. J'imagine que le fait qu'elles soient signées par les États est quand même engageant pour eux, mais est-ce que ça a une valeur juridique? Modestement, je suis économiste et je n'aurais pas à répondre sur les aspects juridiques, pour être tout à fait honnête. Alors, effectivement, hein, donc peut-être l'aspect juridique. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, je crois que ça a été fait en début de ce webinaire, c'est que ces notes interviennent en fait sont des dispositifs, répondent en fait à un besoin réglementaire. Donc, comme je l'avais tantôt souligné, donc dans le cadre en fait des émissions, des obligations, les États sont tenus de fournir des informations aux investisseurs. Et comme Mme Dallé vient de le dire, donc on a une certification des informations qui sont produites dans ces notes. Alors maintenant, qu'en est-il maintenant de la valeur juridique? Je dirais déjà qu'on a une certification, ça déjà qui engage l'émetteur. Alors peut-être dit juridique, peut-être c'est trop dit, mais déjà il faut peut-être, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a quand même une certification des informations qui sont produites. Et à mon avis, comme je l'ai dit, ça intervient quand même dans un cadre réglementaire, donc l'émission des obligations, donc qui est encadré par un certain nombre de tests. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la question de M. Joachim.
Alors, une autre question, peut-être que celle-là, on pourrait rapidement donner des précisions. Donc, un spectateur anonyme fait ce commentaire. Donc, la note donne en effet toutes les informations nécessaires à un émetteur. Mais est-ce que ces émetteurs ou même l'agence disposent d'un cadre logique ou cohérent permettant de faire ressortir les interactions entre les différents secteurs monétaires, macro-budgétaires et la gestion de la dette? Parce que les données prises séparément ne permettent pas d'avoir une opinion sur la capacité de remboursement des États. Alors, peut-être, Madame Dalé, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette question? Oui. Oui, effectivement, l'information est très riche, mais je pense que mis bout à bout, ça donne quand même la capacité des États à rembourser. Les perspectives de croissance sont autant de facteurs qui vont permettre à un État ou non de rembourser ses dettes, puisque la création de valeur, la mobilisation de ressources est conditionnée en partie à la croissance. Je dirais que peut-être faudrait se concentrer sur des éléments les plus probants qui sont les perspectives de croissance qui sont, à mon avis, couvertes à la fois par la situation économique en termes de PIB et ses perspectives, mais également les réalisations en cours et à venir du plan de développement, du plan national de développement, parce que c'est deux composantes très liées pour savoir ce qu'un État va être capable de créer de la richesse. Peut-être après, dans les choses importantes à examiner dans tout ce foisonnement d'informations, c'est est-ce que le pays est attractif ou pas par rapport à des investissements étrangers, sa qualité de signature, évidemment, par le passé, c'est une vue à date ou sur la période récente, mais ça donne une bonne vision également de la capacité d'un État à rembourser. Et puis, sa gestion de la dette, sa stratégie et sa capacité de remboursement à court terme, qui est approximée par différents indicateurs qui sont situés dans la note, dans la dernière partie, qui, à mon sens, donne quand même de bons indicateurs pour pouvoir évaluer la capacité d'un État à faire face à sa dette. Donc peut-être se focaliser sur des thématiques plus restreintes, même si de notre point de vue, la totalité de l'information est quand même nécessaire pour avoir une bonne vision des États. Voilà les éléments que je peux répondre sur cette question. Merci bien, Madame Dalé, pour ces éléments de réponse. Également, alors, en ce qui concerne les interactions entre les différents comptes, il faut souligner en fait que le chronogramme d'élaboration de ces notes-là est calé en fonction de la disponibilité de l'information au niveau des États et les différentes sources identifiées pour les données. Alors, donc, les données utilisées sont issues de cadrage macro. Donc, en fait, au niveau des États, déjà, dans ce cadrage, il est fait, donc, ce qui permet de tenir compte justement de ces différentes interactions. Et c'est à la suite de ces cadrages que les consultants individuels commencent l'élaboration des notes. Donc, on s'assure d'avoir de la disponibilité des données issues des cadrages macro, donc au niveau des États. Donc, ce qui permet en tout cas de pouvoir assurer une cohérence des données macro qui sont collectées. Mais au-delà de ça, il faut rappeler qu'au niveau des dates, nous n'avons pas que des données macro. Donc, il y a des données évidemment qui ne nécessitent pas un certain cadrage parce qu'ils sont à la limite hors du champ de cadrage macro. Sinon, toutes les données qui nécessitent un cadrage sont déjà prises en compte et on s'assure effectivement que ces cadrages-là sont conformes à ce qu'on dispose au niveau de UMATIC. Pour rappel, je le disais, nous disposons également d'une base de données macro donc qui tient compte
de l'évolution de l'activité économique dans les différents États et de la production des indicateurs, non seulement au niveau des États, au niveau des institutions sous-régionales telles que la Banque centrale, donc la BCEAO, mais également de la Commission de l'UEMOA en ce qui concerne notamment les critères de convergence. Nous suivons également la production des rapports pays, donc qui sont issus des revues périodiques des programmes que les États ont avec le FMI, donc évidemment pour s'assurer de la cohérence de l'ensemble des informations qui sont produites. Alors, ceci étant, nous avons encore M. Alassane Choualani, donc qui aimerait savoir quelle est la durée de validité de ces notes ou sont-elles annuelles? Madame Dalé, pouvez nous aider à répondre à cette question? Oui, bien sûr. Chaque année, ces notes sont mises à jour. Dans la mesure du possible, on essaye de tenir le planning et on est en train de réfléchir avec l'agence de l'UEMOA pour que la périodicité soit davantage assurée. Parce que malgré tous les efforts, parfois on peut être un petit peu contraint par le délai de réaction des États. Mais l'idée est d'avoir chaque année des notes mises à jour et que ce soit un vrai rendez-vous pour les investisseurs et les personnes intéressées par les notes, d'avoir vraiment une périodicité très, très respectée. Voilà ce que je peux en dire. Merci, Madame Dalé, pour cet éclaircissement. Alors, nous avons une série de questions. Comme je l'ai dit, ce n'est pas évident de pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, nous avons M. Auguste Kofi, donc, qui nous revient encore une série de 5 questions. Nous n'allons pas peut-être toutes les répondre, mais déjà celles qui concernent essentiellement les notes d'information. Donc, il aimerait savoir est-ce que les notes sont disponibles rapidement, donc selon leurs besoins. Donc, il s'adresse notamment à M. Dié et M. Nouvi. Et il aimerait savoir est-ce que les notes sont disponibles à fréquence régulière selon leurs besoins. Et quel sentiment général qu'ils ont sur les perspectives des notes? Sont-elles trop optimistes, pessimistes ou alignées avec leur ressenti du marché? Monsieur Dié, est-ce que vous pouvez commencer déjà avec cette série de questions? Alors, déjà, il faut dire que la note d'information fait partie des documents qui sont envoyés par l'émetteur vers les investisseurs potentiels lors de Est-ce que vous m'entendez? Alors, on vous avait perdu, mais maintenant, je pense que c'est bon. Nous vous entendons parfaitement. OK. Vous pouvez poursuivre. D'accord, OK, désolé. Donc, comme je disais, ces notes d'information font partie du package de documents qui sont envoyés par l'émetteur vers les investisseurs potentiels, en même temps que le dépliant, le prospectus de l'instrument. Donc, évidemment, à chaque émission du titre, ces documents-là nous parviennent au même moment, au moment où l'offre est lancée. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que sa deuxième question portait sur la répartition des investisseurs du portefeuille sous gestion entre investisseurs institutionnels UEMOA et hors UEMOA, souverains UEMOA et non UEMOA. Bon, évidemment, tout dépend de la base clientèle que vous avez, hein, mais l'essentiel de nos clients, pour les fonds que nous avons sous gestion, sont des clients qui sont dans la zone UEMOA. On a quelques clients hors zone UEMOA. Et sur les instruments, évidemment, le cadre de gestion des OPCVM qui est décrit par le CREPMF nous situe l'univers d'investissement et des titres admissibles dans nos portefeuilles et qui sont uniquement des instruments émis sur le marché régional de l'UEMOA. Donc, nous n'avons pas d'instruments hors UEMOA. Nous n'avons que des émissions locales. Et pour les souverains, nous n'investissons que sur les souverains de l'UEMOA. Alors, la fréquence de la note d'information, je pense cette question était déjà répondue par Mme Dalé tout à l'heure. Alors, le sentiment général sur les perspectives des notes,
Bon, je peux dire qu'elles sont juste factuelles. Hein. Je ne pense pas que dans une note d'information, en tout cas, moi, de ce que je lis ou de ce que je discute avec mes analystes, on ne sent pas un parti pris. On présente juste la situation macroéconomique de l'émetteur ou la situation financière de l'émetteur et les caractéristiques de l'instrument. Évidemment, on présente des perspectives dans lesquelles on voit les éléments qui nous permettent de décider si ce sont des perspectives favorables ou défavorables. Mais en l'état actuel des choses, je n'ai pas perçu un trop plein d'optimisme dans une note d'information. Je perçois juste une note d'information qui est factuelle, qui présente des chiffres et des points macroéconomiques précis et qui permettent à nous, investisseurs institutionnels ou à nous, gérants du portefeuille, de pouvoir nous formuler une idée assez claire de la structure et de la solidité financière et économique de l'émetteur ou de l'instrument. Voilà ce que je peux dire sur cette série de questions. Merci. Merci bien, M. Dié. Est-ce que M. Ndoubi souhaiterait apporter des compléments à ce que M. José vient de dire? Merci, M. Sow. Je crois quand même que nous aussi, et les notes, comme nous le disons, nous avons constaté que la fréquence de ces notes, c'est souvent de septembre à septembre. Mais comme les informations que nous devons fournir à l'entame de l'année, nous devons analyser le passé, c'est-à-dire l'année précédente, nous essayons d'aller à d'autres sources d'informations. Et ces sources d'informations, en premier, je veux mettre en relief la rencontre des marchés des titres publics de l'UEMOA, que l'UEMOA titre organise en début de chaque année pour permettre aux États de présenter le focus sur, permettre au Trésor de présenter les focus devant une assemblée de tous les investisseurs et intervenants sur le marché financier. Et là, à cette occasion, nous avons des informations déjà qui nous permettent de commencer une analyse avant d'avoir la note d'information de l'année en cours. Et c'est ce que nous faisons actuellement sur les différentes émissions pour pouvoir permettre à nos clients institutionnels de pouvoir mieux analyser et de bien vouloir analyser nos recommandations. Et en termes de répartition, UCA développe un portefeuille institutionnel au 8 mois. Et aujourd'hui, ce portefeuille est bien enrichi est bien riche, je veux dire, riche par les émissions du marché monétaire. Et fréquence régulière selon les besoins, ça, je l'ai déjà dit, et je pense quand même qu'en termes de perspective, aujourd'hui, on ne peut pas se faire des perspectives, d'autant plus que tout ce que nous avons dans les notes précédentes, nous essayons de les comparer, comme je l'avais dit déjà dans mon développement, qu'il y a des recoupements vers d'autres sources d'informations. Et au nom de ces sources d'informations, je vais privilégier les agences de notation, ces agences de notation qui mettent beaucoup en relief tout ce qui est fondement, tout ce qui peut permettre à l'État d'atteindre les objectifs sur lesquels l'État est évalué. Donc, dans cette perspective, nous trouvons très, et comment on appelle, et crédible ces notes d'information, parce que ces notes d'information en dehors de ces agences qui, une fois, commencent par noter les États, reviennent périodiquement dans la même année pour réévaluer ces États et ces rapports. Nous avons accès à ces rapports et nous essayons de les analyser et de les comparer aux notes d'information. En général, dans la zone UEMOA aujourd'hui, tous les États essayent de s'aligner par rapport aux perspectives et c'est de ne pas être trop optimiste comme pessimiste pour pouvoir amorcer le développement de leurs différents pays parce que c'est à travers ces ressources qu'elles soient mobilisées à l'intérieur, localement, comme à l'international, qu'elles essaient de développer leur pays.
Donc, voilà ce que je pourrais dire sur les différents points soulevés par M. Kofi Auguste. Merci. Merci bien à nos deux panélistes pour ces éléments de réponse. Alors, je retiens de l'intervention de M. Dié que les notes d'information sont produites en tout cas sans parti pris, donc c'est une analyse factuelle qui est destinée aux investisseurs. Et ce qui est important de noter, c'est un outil d'aide à la décision d'investissement. Et comme M. Nouvi l'a si bien signalé, en plus des notes d'information, United Capital for Africa utilise également des sources d'informations complémentaires pour se faire une idée de la situation économique et financière des États avant de pouvoir procéder aux investissements sur les titres publics. Autre élément important, M. Nouvi l'a rappelé, UMOATIT, en plus de notes d'information, a d'autres canaux de communication, notamment les rencontres du marché des titres publics, donc organisées chaque année, donc par UMOATIT en début d'année, donc au cours du premier trimestre. Et c'est une rencontre au cours de laquelle les émetteurs, donc les 8 États de la zone UEMOA et les investisseurs se rencontrent pour pouvoir discuter des enjeux liés au marché des titres publics. Évidemment, vous pouvez retrouver les éditions passées du marché des titres publics sur les plateformes digitales de UMOATIT pour savoir exactement quel est le contenu de ces rencontres et en quoi est-ce que ces rencontres-là peuvent vous intéresser éventuellement. Alors, nous avons des questions qui nous viennent, mais effectivement, comme je le signalais tantôt, nous sommes pris par le temps. Nous allons essayer néanmoins de répondre à quelques questions avant de donner la parole à nos différents panélistes pour un tour de table afin de pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Alors, une question de M. El Hadj Mahmoudouka qui aimerait savoir, alors, donc, il signale que Mme Dalé a cité des agents de notation, donc il aimerait savoir le rôle de celle de l'UEMOA, notamment WARA. Donc, WARA, c'est West African Rating Agency, donc dans l'élaboration des notes d'information. Alors, peut-être ce qu'il faut signaler, c'est que dans l'élaboration des notes d'information, comme Mme Dalé l'a si bien rappelé, les différents intervenants, nous avons les consultants individuels, donc qui sont chargés dans un premier temps de l'élaboration de ces notes. Ensuite, nous avons Deloitte qui assure la revue qualité et en interne UMOATIT qui s'assure bien entendu du pilotage de l'élaboration de ces notes. Et en bout de chaîne, nous avons les États qui valident ces notes en signant une attestation émetteur qui atteste de la qualité des informations contenues dans ces notes. Donc, une entité telle que WARA, qui est une agent de notation dans l'Union, n'intervient pas, bien entendu, dans l'élaboration de ces notes. Alors, une autre question de M. Fagnon qui aimerait savoir, à travers les notes, quel est à ce jour l'actif considéré comme sans risque dans la zone UEMOA? Alors, je me tourne vers M. Dié et M. Nouvi, qui sont nos deux panélistes, donc investisseurs dans la zone, pour pouvoir répondre à cette question. Je vais commencer par M. Nouvi cette fois-ci. M. Nouvi, est-ce que vous pouvez nous aider à donner des éléments de réponse par rapport à cette question? Oui, merci, M. Sow. Je me dis, l'actif considéré comme sans risque dans la zone UEMOA, je pense quand même que tout actif a un risque, mais ce que je veux faire remarquer par rapport au risque dont il est question ici, il faut noter que nous sommes les pays sont dans une région. Et pour ma connaissance, depuis que le marché monétaire existe et que même ce n'est pas encore ouvert aux particuliers, et tout ce qui était émis sur ce marché, je ne pense pas qu'il y ait encore aujourd'hui, qu'il y ait juste à date, qu'il y ait risque de défaut. Le risque de défaut, en ce sens, peut-être un risque politique qui apporte un décalage dans le paiement des échéances. Mais une fois que la stabilité est retrouvée, je crois qu'à ce niveau-là, il y a la régularité des choses, des échéances qui se met en place et les investissements sont
connaissent leur processus normal de durée. Donc, par rapport au risque, quand on parle du risque pays, je ne pense pas qu'il y ait de risque réellement attaché parce que nous, les analyses que nous faisons, nous voyons que nous remarquons que nos pays reposent vraiment sur de très bonnes valeurs et des indicateurs sont indiqués, sont mis en place par ces mêmes États qui n'ont pas, comment on appelle, un droit de dérogation, je dirais, à ces indicateurs et que les investisseurs en tiennent compte eux-mêmes, ils en tiennent compte. Il y a qu'il faut, comment on appelle, il faut indiquer que de ce que nous regardons, ce que nous voyons, des échanges que nous avons souvent avec les trésors dans le processus d'élaboration de ces notes et dans le processus de la gestion de la dette et tout ça, je crois quand même que c'est des mesures qui sont aujourd'hui des mesures qui tiennent vraiment à cœur de ces pays et qu'en termes de risques, ils cherchent à mitiger les risques au maximum pour continuer toujours par aller sur les différents marchés, comme local, comme international. Donc, pour moi, le risque que je peux dire, c'est le risque pays, mais une fois que ces risques arrivent à être mitigés, tous les États valent tous les États sont ce qu'ils sont et ils peuvent aller sur le marché et mobiliser des ressources au même titre. Merci. Alors, peut-être qu'à la suite de ce que M. Honoré vient d'indiquer, en tout cas, moi, je vois la question du participant sous l'angle du modèle d'évaluation des actifs financiers, le MEDAF, dans lequel on considère l'actif sans risque comme étant le bon du trésor à 3 mois ou l'obligation émise par un État, etc. Il faut dire que sur notre marché, cet exercice-là est particulier parce que véritablement, pour le faire, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Mais en tout état de cause, je pense qu'on a un historique du comportement de nos États sur ce marché qui fait que on n'a pas encore eu de grands défauts, si je peux m'exprimer ainsi. On a eu peut-être des problématiques de risque de règlement au moment spécifique de l'échéance d'un titre, mais on n'a pas encore eu un État qui était formellement déclaré en défaut pour qu'on puisse éventuellement chercher à savoir les éléments liés à sa probabilité de défaut sur notre marché. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il faut comprendre que notre marché, c'est un marché d'émission en monnaie locale et que les agences de notation locales font l'évaluation de nos États et nous donnent à peu près leur capacité, leur volonté à rembourser les engagements en monnaie locale. Donc, je pense que ces deux éléments-là nous permettent de comprendre que sur notre marché ici, apprécier l'actif sans risque viendrait de façon très intuitive à regarder un peu le comportement des obligations très court terme de nos États et regarder soit le bon trésor à 1 an ou à 6 mois ou à 3 mois. Mais on n'a pas, comme on le fait ou on l'a sur les marchés internationaux, un actif qui a été désigné de façon explicite sur nos marchés comme étant l'actif sans risque. Voilà ce que je peux dire et je ne sais pas si j'ai répondu à la question du participant. Merci. Merci bien, M. Dié et M. Novi pour ces éléments de réponse. Alors, nous sommes malheureusement au terme de ce webinaire. Donc, alors, il faut retenir de ces deux interventions que déjà, sur le marché des titres, depuis sa création, il n'y a pas eu de défaut, donc ce qui est quand même notable. Et aussi, en complément, en ce qui concerne l'analyse des risques, il faut savoir que dans le cas des émissions des titres publics, donc sur le MTP, les États effectuent en amont des analyses en fait de portefeuille, donc qui permet justement de pouvoir évaluer le risque de crédit, le risque de marché et autres. Donc, c'est ce qui leur permet de pouvoir asseoir les stratégies d'émission donc sur le marché des titres publics. Et vous avez dans la section 9 des notes d'information, justement,
des paragraphes qui sont dédiés aux stratégies d'endettement donc des États, donc qui permettent justement d'avoir un aperçu des différents risques auxquels les États sont confrontés. En plus de cet aspect, vous avez également une analyse de la viabilité de la dette donc, qui est réalisée conjointement par le FMI et la Banque mondiale. Et justement, dans la section 9 des notes d'information, vous avez des informations relatives justement à cette analyse de risque-là. Et le document complet est disponible sur le site, non seulement de la Banque mondiale, mais également du FMI. Et c'est des analyses que vous pouvez consulter, bien entendu, pour vous faire une idée sur les différents risques auxquels nos États sont confrontés du point de vue de leur portefeuille de dette. Alors, donc, comme je le signalais, nous sommes au terme de ce webinaire qui devait initialement prendre fin à 11h30. Et vu en tout cas le nombre de participants et les différentes questions, cela témoigne vraiment de l'intérêt des notes d'information. Et nous espérons en tout cas vous revoir à d'autres occasions. Mais avant de pouvoir nous quitter, nous allons faire un dernier tour de table rapide donc, avec nos différents panélistes, en commençant par M. Nyovi, pour nous dire un message donc, particulier, donc, justement, avant que nous puissions, bien entendu, être internes à ce webinaire. Monsieur Nyovi, vous avez la parole. Merci, Monsieur Sow. Je dirais d'entrée de jeu, je voudrais remercier à nouveau tous les panélistes et pour avoir apporté ces éclaircissements à la lumière de nos investisseurs et nos éventuels investisseurs prospects, je veux dire. Et je voudrais saisir cette opportunité pour leur dire que le marché financier régional est un marché à fort taux de rendement et très sécurisé. Et que si de là où ils sont, aujourd'hui, les mécanismes de mise en œuvre sont tellement en leur faveur et qu'ils peuvent investir sur notre marché. Je veux profiter également pour attirer l'attention des particuliers parce que les particuliers aujourd'hui sont les sources vraiment de revenus et l'UEMOA-TITRE a vu juste de les convier au marché monétaire et de leur indiquer, de leur préciser que le marché monétaire est vraiment un marché d'épargne, à fort taux d'intérêt et un marché d'investissement sur lequel ils ne pourraient jamais avoir défaut. Ils pourraient rentabiliser au taux voulu suivant l'horizon qu'ils veulent investir. Donc, je m'arrête là pour dire que je suis vraiment heureux de participer, de contribuer à ce panel qui, pour moi, est un panel de culture financière au niveau de notre sous-région et que j'encourage l'UEMOA-TITRE à continuer et davantage afin que nos participants, nos populations puissent savoir saisir les opportunités qu'ils ont à mieux rentabiliser un franc gagné dans leur salaire ou autre activité quand il s'agit bien de la question de la rentabilité de la trésorerie. Encore, merci à vous tous pour avoir participé à ce panel. Merci, M. Sow. Merci bien, M. Nyovi, pour ce message. Nous passons maintenant à M. Guillet pour son mot. Alors, je tiens déjà à remercier l'agence UEMOA-TITRE de nous avoir conviés à ce webinaire en tant que panéliste. Je tiens à remercier aussi les autres panélistes pour la qualité des échanges que nous avons eus lors de ce webinaire. Je tiens surtout à remercier et à féliciter les participants pour la qualité et la pertinence des questions qu'ils ont bien voulu nous adresser, auxquelles nous avons essayé d'apporter quelques éléments de réponse. Et je tiens à signaler que nous sommes, en tout cas moi personnellement, je suis totalement disponible et disposé à poursuivre les échanges avec certains des participants qui ont souhaité approfondir un certain nombre de questions techniques. En tout cas, ce serait un plaisir pour moi de pouvoir avoir ces échanges avec eux. Et pour certains, je leur ai laissé mon adresse en réponse directe dans le Q&A. Et donc, je serai tout à fait enchanté de pouvoir en parler avec eux dans le cadre de la poursuite de
ces discussions sur ces thèmes. Mais sinon, de façon générale, ça a été pour nous aussi l'occasion de participer à cette formation financière des peuples de l'UEMOA, parce que nous avons constaté que l'une des problématiques de la faiblesse de nos marchés, c'est justement cette problématique d'éducation et de connaissance du marché financier de nos populations. Et donc, ce genre d'initiative prise et organisée par l'agence UEMOA participe justement à la vulgarisation du marché financier sous-régional et permet justement à nos populations, à nos agents économiques de s'imprégner des spécificités des produits qui sont sur le marché, de s'imprégner du fonctionnement du marché, de s'imprégner des perspectives de ce marché pour que justement ils puissent disposer en leur sein d'alternatives aux problématiques de financement, d'alternatives aux problématiques de placement et d'investissement, et justement pour une meilleure évolution de notre marché financier. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce genre de rencontre, et je serai également enchanté pour d'autres panels ou d'autres webinaires, si tant est que l'agence UEMOA trouve utile que nous participons. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et éventuellement rendez-vous pour les prochains webinaires. Merci. Merci bien, Monsieur Dié. Merci pour ce message. Effectivement, l'un des objectifs également de UEMOA, c'est de pouvoir contribuer à l'éducation financière donc dans la zone UEMOA, et nous vous remercions pour votre disponibilité pour pouvoir justement aider, contribuer à l'atteinte de cet objectif. Nous convions maintenant à Madame Dalé donc pour son mot. Madame Dalé, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Sow. Également, je remercie Monsieur Dié et Monsieur Ouniovi qui ont participé à ce panel. Bien évidemment, l'agence avec laquelle nous avons la chance de coopérer avec Deloitte pour cette invitation. J'espère avoir répondu à certaines questions. N'hésitez pas, je suis facilement trouvable si vous voulez poser d'autres questions et poursuivre facilement les échanges. Et puis surtout, pour les personnes qui n'auraient pas encore pris connaissance de ces notes, j'espère que ce webinaire vous a donné envie d'en découvrir un peu plus, et elles sont disponibles sur le site de l'agence en consultation. Donc, je vous invite, pour ceux qui ça intéresse, à aller les consulter. Voilà, je vous remercie tous, participants et panélistes, ainsi que l'agence. Merci bien, Madame Dalé. Merci à nos trois panélistes. Donc, chers participants, nous voilà au terme de ce webinaire. Et nous retenons que les notes d'information permettent en tout cas d'obtenir de l'information, enfin, des données macroéconomiques donc dans un seul document, donc pour un même unitaire donc de la zone UEMOA. Donc, ces notes mettent à disposition en temps réel des données économiques fiables sur les émetteurs de marché des titres publics, ainsi qu'un aperçu des perspectives d'investissement au sein de la zone UEMOA. Et également, nous retenons que l'élaboration de ces notes obéit à un processus de revue qualité, notamment assuré par Deloitte, et qui est sanctionné par la validation des États à travers la signature d'une attestation émetteur pour certifier de la qualité et de l'exhaustivité des données. Également, ce document de référence est élaboré avec l'appui des trésors nationaux, donc des 8 pays membres de l'UEMOA. Et nous tenons également à remercier l'ensemble de nos participants donc, de ce jour pour les différentes questions donc, qui ont permis, bien entendu, de pouvoir avoir plus d'informations sur les notes d'information. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir consulter l'ensemble des notes d'information, nous rappelons que le lien d'accès à ces notes est disponible au niveau du chat. Donc, vous pouvez également aller sur le site internet de UEMOA-TIT où l'ensemble de ces notes sont disponibles. Nous tenons également à rappeler que UEMOA-TIT a d'autres ressources donc, qui participent à la promotion du marché des titres publics et qui permet justement de pouvoir tenir à disposition des investisseurs, donc de la zone UEMOA, l'ensemble des informations disponibles sur les émetteurs. Je veux parler notamment
le bulletin trimestriel de statistiques, donc qui est produit sur une base trimestrielle. Nous avons également la tendance, qui est une revue trimestrielle. Donc, toutes ces ressources-là sont disponibles sur le site internet de UMOATIT et nous vous invitons à pouvoir aller les consulter. Et évidemment, nous restons disponibles à travers notre canal habituel de communication à répondre à vos différentes préoccupations. Également, comme ça a été rappelé, ces notes d'information comportent 9 chapitres, donc qui portent sur des thématiques assez variées et diverses. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'aborder ces thématiques à d'autres occasions, donc à l'occasion d'autres webinaires. Et sur ce, nous vous disons à très bientôt donc pour des échanges éventuellement sur les thématiques traitées dans les notes d'information.